Bonjour à tous, oui, aujourd'hui je vais vous présenter les résultats de mon projet d'intégration que j'ai fait dans le cadre de ma maîtrise professionnelle en ergothérapie sous la direction de Catherine Briand, qui est chercheure au Centre de recherche Fernand-Séguin de l'hôpital Louis-H.Lafontaine et professeure à l'école de réadaptation de l'Université de Montréal. Donc, notre projet de recherche, c'est Réadaps, développement et validation d'un portail d'apps en réadaptation. Donc, rapidement, je vais vous présenter notre équipe de recherche. Comme je vous dis, la chercheure principale, Catherine Briand, qui est chercheur régulier au CERIS, qui est le centre d'études qu'elle a créé, donc un centre d'études sur la réadaptation, le rétablissement et l'insertion sociale, qui est à même le centre de recherche Fernand-Séguin de l'hôpital Louis-H.Lafontaine. Aussi, les autres co-chercheurs, Mme Wessamroux, Mme Sabier, Dr. Stitt et M. Pelletier. Bien sûr, nous avons une collaboratrice à l'UH-Lafontaine, puisqu'on collabore avec des intervenants et des usagers, qui est Chantal Hamelin. Et moi-même et Mélissa Lalande, qui est ici aujourd'hui, on est étudiante à la maîtrise professionnelle et on coordonne le projet de recherche. Donc, rapidement, le plan de la présentation. Donc, depuis toujours, les professionnels de la réadaptation ont mis à contribution l'utilisation des aides technologiques et techniques pour faciliter la participation sociale des personnes qui présentent un handicap ou des troubles au niveau de la participation sociale. Donc, on peut penser qu'il y a différents centres de recherche ou de centres de réadaptation au Québec qui ont des cliniques où on a accès à des aides technologiques et techniques, mais particulièrement au niveau de la déficience motrice, des déficiences sensorielles, si on pense à des aides à la communication, à la domotique. Il n'y a vraiment rien pour l'instant qui se fait sur le plan de la santé mentale. Et bien sûr, depuis peu, les technologies de la communication puis les APN sont très populaires. Il y a une arrivée des APN sur les grands marchés. Quand je parle d'APN, c'est les appareils personnels numériques. On parle alors de iPhone, iPad, les Android, les tablettes numériques, etc., etc. Et cette arrivée de tous ces APN-là vont bien sûr amener des nouvelles réflexions sur leur contribution auprès des personnes qui présentent différentes difficultés cognitives et sociales et qui vont avoir une atteinte au niveau de leur participation sociale et de leur vie au quotidien. Donc, au niveau de la cognition, il y a plusieurs études qui ont mis de l'avant l'utilisation des APN pour les personnes qui présentent des troubles cognitifs. On parle principalement au niveau des gens qui ont une déficience intellectuelle ou qui présentent un trauma cérébral. Donc, actuellement, ces APN vont être utilisés pour atteindre les troubles de mémoire au niveau de l'organisation, au niveau de la planification. C'est vraiment au niveau des fonctions exécutives. Par contre, il y a peu d'études, très très peu, au niveau de l'utilisation des APN pour les personnes qui présentent un trouble de santé mentale grave, et trouble de santé mentale principalement. Et bien sûr, on peut se questionner à savoir est-ce que ça peut devenir pertinent d'utiliser ces aides technologiques-là pour ces types de personnes. Donc, exactement, c'est ce que je disais, l'utilisation d'un APN pour faciliter l'autogestion de la maladie et la reprise des activités qui sont significatives pour la personne, puis ainsi les soutenir dans leur processus de rétablissement et leur retour à ce qu'il y ait une pleine citoyenneté. Donc, ça peut bien sûr participer pour compenser les difficultés cognitives ou sociales. Ça peut bien sûr stimuler la compétence et ça peut soutenir l'autonomie des personnes. Comme je disais, il n'y avait aucune étude pour l'instant qui a testé la pertinence d'utiliser des iPods ou des iPads pour soutenir la réadaptation et le rétablissement en santé mentale. Donc, je vais vous parler du projet Réadapt. Ce projet Réadapt a principalement deux grands objectifs. Le premier, c'est de développer et de valider une application technologique qui est Réadapt en tant que telle auprès d'une clientèle présentant un trouble de santé mentale et de bien sûr vérifier la faisabilité et l'utilité de cette application-là au quotidien. Donc, je vais vous présenter rapidement Réadapt, ce qui est le projet de recherche, puis suite à ça, je vais vous présenter les résultats de mon projet de maîtrise plus particulièrement. Voici notre café technologique à l'UH-Lafontaine où on réalise nos cafés technologiques. Donc, ça se veut très, très convivial. Ça se veut un endroit où les usagers et les intervenants viennent de manière hebdomadaire, où ils sont rencontrés, puis on assure un suivi au niveau technologique technique, mais aussi pour voir quelles seraient les applications. On fait un suivi au niveau des applications et de leur utilité, et de voir quelles sont les embûches, quels sont les enjeux. Et on travaille, on soutient aussi les intervenants dans l'utilisation de ces APN-là dans un plan d'intervention. Bien sûr, un centre d'études sur le rétablissement, on vise le rétablissement et l'inclusion de toutes les personnes qui présentent un trouble de santé mentale
Donc, dans cette idée-là, Mme Briand a demandé à un utilisateur de service de schématiser, de représenter par les arts Readapt. Donc, c'est un utilisateur de service qui nous a fait un grand graffiti dans nos locaux. Donc, qu'est-ce que Readapt? Readapt, c'est vraiment une application qu'on a développée en collaboration avec le TS. Ça se veut vraiment un portail, donc elle recense différentes applications qui sont pertinentes dans le contexte du rétablissement et de la réadaptation en santé mentale. Donc, l'objectif, c'est d'utiliser cette application-là pour avoir un grand éventail des applications qui sont pertinentes, que les utilisateurs puissent évaluer, donner leur appréciation sur différentes applications et que par la suite, ils peuvent, tout un chacun, voir l'appréciation des autres par rapport à l'application, puis voir, bon, moi, je me cherche une application pour la gestion de ma médication. Toi, est-ce que tu as trouvé ça pertinent? Je vois les commentaires. Alors, par la suite, bien, ça permet vraiment d'utiliser l'application vraiment comme un portail, puis pour faire du réseautage sur l'utilisation de cette technologie-là. Bon, voilà un exemple de quoi ça ressemble, Readapt, quand on l'ouvre au niveau de l'interface. Donc, quand on arrive, on a un catalogue où on a recensé différentes applications et c'est très dynamique. On ajoute continuellement des applications. On les a catégorisées selon différentes sphères, on pourrait dire. Et si par exemple, moi je me recherche une application pour mes emplettes, parce que pour moi c'est difficile de m'organiser puis de planifier mes emplettes, mais je pourrais par exemple choisir l'onglet emplettes. J'aurais une liste d'applications possibles. Et par exemple, je choisis le Shopping List Free. Et là, à ce moment, on me donne comme une capture d'écran de qu'est-ce que ressemble l'application, une brève description. On voit les évaluations, puis on peut acheter ou évaluer l'application en question. Bon, il y a vraiment un large... c'est très, très vaste au niveau des applications. Qu'est-ce qu'on peut faire avec... celles qu'on utilise avec les participants, donc soit des alarmes, ça peut être des compteurs de calories, bien sûr l'application de la STM, des épiceries, des applications pour le yoga, pour la méditation, peut-être qu'il pourrait même y avoir des applications pour faire de l'écriture expressive, il faudrait voir. Donc, à ce moment-là, quand la personne a utilisé Readapt, que ce soit un intervenant ou un usager, on les invite à évaluer l'application afin de donner leur appréciation puis que les autres puissent le recevoir. Donc, on veut savoir, est-ce que ça répond premièrement à leurs besoins? Est-ce que c'est simple d'utilisation? Est-ce qu'il y a un bon rapport qualité-prix? Est-ce que c'est vraiment utile et ça permet d'avoir une meilleure qualité de vie? Somme toute, c'est quoi leur appréciation globale de cette application-là? On leur demande auprès de quelle population ça a été testé. Donc, dans le cadre de notre projet, c'est avec des personnes qui présentent un trouble de santé mentale, mais éventuellement, ça pourrait être utilisé auprès de différentes clientèles, que ce soit avec déficience intellectuelle, avec un trouble cognitif, etc. Est-ce que ça nécessite Internet parce que ça devient un enjeu très important? Puis on les invite à donner un court commentaire personnel. Donc voilà rapidement l'interface par rapport à quoi ça ressemble au niveau de l'évaluation. Pour ce qui est de la méthodologie, bien, à vrai dire, présentement, pour la première année, on a 25 participants. C'est moitié-moitié intervenants et usagers. Là, il y a des duos, des triades au niveau des participants. Puis, comme je vous dis, bien, on leur a remis un appareil. Ils l'utilisent dans leur quotidien pendant 6 mois, durant lesquels il y a des cafés télélogiques qui se passent et on fait un suivi. Et somme toute, en juillet, quand le premier groupe va avoir terminé l'expérimentation, il va y avoir une entrevue de groupe en vue de la deuxième année. Donc, les participants au projet, c'est bien sûr des usagers qui présentent des déficits soit cognitifs et ou sociaux et qui voient leur vie au quotidien, leur participation sociale limitée par ces déficits-là. Et il y a aussi les intervenants qui les aident, qui les soutiennent dans l'utilisation de ces applications-là et qui les aident à personnaliser leur AVN. Donc, je vous ai présenté, somme toute, le projet de recherche Readapt. Maintenant, dans ce projet de recherche, moi, je réalise mon projet de maîtrise. Donc, j'ai 3 principaux objectifs à mon projet de maîtrise. Le premier, c'est d'identifier les études qui ont rapporté l'utilisation des APN chez une clientèle présentant un trouble de santé mentale et de voir les études qui ont documenté ces bénéfices-là. Donc, j'ai réalisé une recherche dans la littérature scientifique avec dans 8 différentes bases de données. Vous avez rapidement les différents mots-clés que j'ai utilisés pour faire ma recherche.
Puis pour mes deux autres objectifs, c'était d'identifier les 10 applications qui étaient identifiées par les personnes en processus de réadaptation, qui considéraient comme les plus pertinentes, qui étaient les plus utiles au quotidien, et d'identifier l'impact de l'utilisation de justement ces APN-là dans leur quotidien. Si j'arrive au premier résultat, il y a peu de littérature sur le sujet, ou vraiment de la clientèle qui présente un trouble de santé mentale. Donc, il y avait 5 études qui rapportent à ce niveau-là. Ce qu'on constate ou ce qu'on apprend de ces études, c'est que ça permet vraiment une meilleure observance, une meilleure compliance, tant au niveau de la médication qu'au niveau des rendez-vous avec les cliniciens. L'APN peut aussi favoriser la prise de conscience de leurs symptômes. Bien sûr, ça peut compenser les déficits cognitifs et les troubles d'organisation, et ça leur permet donc d'avoir un meilleur fonctionnement au quotidien puis une meilleure qualité de vie. On voit aussi une augmentation de la capacité à identifier les pensées dysfonctionnelles, une diminution de l'isolement, de l'anxiété, de la honte, malgré acheter des symptômes négatifs. Bien sûr, ça favorise la communication tout dépendant des applications, la confiance en soi, la motivation, et bien sûr, somme toute, ça peut améliorer l'espoir et d'avoir un meilleur fonctionnement au quotidien. Pour ce qui est de mon deuxième objectif, qui était d'identifier les 10 applications les plus appréciées par les usagers, finalement, on s'est rendu compte que c'était difficile d'identifier parce que les usagers avaient tellement des besoins qui étaient différents, qu'il était vraiment difficile d'identifier 10 applications particulières, puis on voyait qu'il était vraiment, que les applications étaient sélectionnées dans vraiment différentes catégories. Donc, on a trouvé ça plus pertinent. Je trouve ça plus pertinent de présenter aujourd'hui les catégories qui étaient les plus appréciées par les usagers. Donc, on peut très bien voir, je suis certaine que la majorité d'entre vous, une bonne partie d'entre vous ont déjà un APN, puis je serais bien curieuse de savoir si plusieurs de ces applications seraient déjà aussi les plus favorites parmi vous autres. Communication, interaction sociale, tout ce qui est le Facebook, le mail, etc. Information et contact avec le monde extérieur, YouTube, les journaux, l'application de la STM, tout ce qui permet une meilleure organisation de son temps, donc les calendriers, les rappels, les to-do lists, les applications pour la gestion de l'anxiété, que ce soit plus au niveau spirituel qu'au niveau des applications pour permettre de la méditation, une meilleure respiration, etc. Pour diminuer l'anxiété, il y a aussi des forums pour des personnes qui présentent de l'anxiété ou de l'anxiété sociale. Des jeux pour la stimulation cognitive, on a des participants qui sont en gérontopsychiatrie. Et somme toute, aussi, il y avait des applications pour la gestion de la santé physique, entre autres des podomètres. On a les participants, à vrai dire, il y a des gens en ergothérapie, il y a des gens en physio, il y a des gens en kin, il y a des gens en psychoéducation au niveau des intervenants. Fait que je vous dirais que c'est quand même assez diversifié l'utilisation que peut faire l'intervenant avec l'APN avec le client. Pour ce qui est des impacts que présentement les usagers, les intervenants nous rapportent quant à l'utilisation de l'APN au niveau du fonctionnement, il y a tout ce qui a trait au fait que ça me désennuie, ça m'active, ça me permet de me mobiliser, ça me permet d'occuper mon temps. Il y en a beaucoup qui disent que ça me permet de mieux gérer mon anxiété. Quand je sens là, que j'ai vraiment une montée d'anxiété, mais je sais que c'est pas comme une personne, c'est pas comme mon intervenant, mais en même temps, j'ai une application qui me permet de pouvoir me recentrer puis de pouvoir mieux gérer mon stress. On a aussi des utilisateurs qui ont parlé que c'est sûr que ça devenait efficace. Par exemple, entre autres, des intervenants qui parlaient d'au lieu d'avoir mon portable avec moi, j'ai mon iPad avec moi sur l'unité. Ça me permet d'être beaucoup plus efficace, de faire de la rédaction en ligne, de pouvoir travailler aussi une facilité au niveau du transfert d'informations puis des documents. Bien sûr, plus d'autonomie, que ce soit parce que j'ai mon APN avec moi et si je veux savoir, je veux me rendre à un endroit où je vais avoir de l'information rapidement, je peux avoir accès à ça et je peux mieux m'organiser et fonctionner au quotidien, donc je suis beaucoup plus autonome. Donc ça facilite le quotidien, l'efficacité, ça j'en ai déjà parlé. Ça stimule les capacités cognitives, lorsqu'on parle d'applications qui permettent la remédiation cognitive. Ça aide au niveau de l'organisation, de la mémoire. Et aussi, on voit un impact au niveau de la socialisation, de l'apprentissage de technologie aussi. Ça permet à des usagers qui étaient peu familiers avec la technologie d'apprendre, de pouvoir démystifier le tout. Et ça permet aussi aux gens de demeurer informés et d'améliorer leurs conditions de santé, si je pense particulièrement
aux intervenants, des usagers qui l'utilisent dans un contexte de physiothérapie ou de kinésiologie, ou même un intervenant, par exemple, va filmer des mouvements à faire et le patient peut repartir avec des vidéos, il peut réaliser ses exercices chez lui, ou faire un suivi au niveau de ses calories ou des podomètres. Donc, ce qu'on a pu observer, surtout, c'est qu'il y avait une grande variabilité, comme je l'ai dit, au niveau des applications qui sont vraiment favorites, et ce, associé aux différents besoins et aux différentes fonctions qui sont possibles. Il y a aussi une grande variabilité au niveau de l'impact sur le fonctionnement de la qualité de vie. Toujours au niveau des besoins, mais aussi au niveau du contexte de vie. On a des patients qui sont présentement dans une unité, sont hospitalisés à l'hôpital UH-La-Fontaine. Il y a des patients en clinique externe. Il y a des gens qui sont dans les ressources d'hébergement, des gens qui sont autonomes puis qui sont dans des appartements soit supervisés, autonomes, etc. Donc, c'est sûr que ça influence l'impact, le contexte où ils sont puis ils vivent. Bien sûr, on a des clients qui ont beaucoup de symptômes négatifs, donc c'est plus difficile de se mobiliser puis d'avoir un intérêt pour l'utilisation de ces APN-là, donc ils voient des moins grands bénéfices sur leur fonctionnement. Le fait, on se rend compte que les utilisateurs qui bénéficient davantage sont souvent ceux qui sont pris en charge par un intervenant dans le contexte d'un plan d'intervention qui est vraiment plus systématique. Si on parle par rapport à des organismes communautaires où c'est plus des intervenants ou des accompagnements, mais on voit que les bénéfices sont un peu moins importants à ce niveau-là. Donc, est-ce que c'est intégré dans un plan d'intervention? Est-ce que l'intervenant est habilité à analyser l'activité, à analyser l'application pour savoir si ça va être vraiment bénéfique ou non? Est-ce qu'il y a un contexte de relation thérapeutique? Et si la personne est capable de bien juger des capacités de la personne en lien avec leurs symptômes? Et bien sûr, il y a tous les enjeux organisationnels et de la personne, tout en lien avec la symptomologie, les hospitalisations, l'accès à un Wi-Fi qui est vraiment très important parce que plusieurs applications nécessitent d'avoir Wi-Fi. Donc, il y a plusieurs usagers qui n'ont pas Internet à la maison, qui n'ont pas accès à un routeur. Donc, c'est sûr que ça devient un enjeu important. C'est l'acceptation de la maladie, l'hébergement, etc. Mais ce qu'on s'est rendu compte, somme toute, c'est aussi que c'est pas en lien avec l'aisance avec la technologie. Donc, il y en avait des usagers qui étaient peu familiers à la technologie, puis finalement ont vraiment bénéficié de l'utilisation de ce genre de technologie au quotidien puis dans leur fonctionnement. Donc, somme toute, en conclusion, les APN sont largement accessibles sur le marché. C'est important qu'on réfléchisse à savoir comment on peut les utiliser auprès de notre clientèle afin qu'il y ait vraiment un meilleur fonctionnement, une meilleure qualité de vie, qui puisse... c'est surtout que ces APN libre marché sont peu stigmatisants, fait que c'est intéressant pour eux aussi d'avoir un appareil comme tout le monde, puis de pouvoir en utiliser puis en bénéficier. Bien sûr, ça nous amène à se questionner, est-ce qu'il pourrait y avoir une reconnaissance par le gouvernement, par les organismes fonctionnaires, pour que ce soit payé par la RAMQ, par exemple, que ce soit financé. Puis, voilà, il semble vraiment essentiel de faire évoluer les questionnements à ce niveau-là. Les références, ce sont les 5 articles qui parlent d'utilisation des APN en santé mentale. Et voilà. Merci.